Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exo de Colle, aujourd'hui numéro 145. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice qui ne devrait pas être une surprise. En effet, je vous avais émis au tout début du mois de février 2026 un sondage dans lequel vous aviez le choix entre 3 exercices et celui qui récolterait le plus de votes deviendrait l'Exo de Colle numéro 145. Et donc cet exercice a outrepassé les deux autres exercices. Il y avait un exercice tiré d'Oro XENS qui portait sur de la probabilité essentiellement et un autre tiré plutôt de NS Ulm qui portait plutôt sur de la topologie pure et dure, j'ai envie de dire. Bref, voilà, donc vous avez sélectionné finalement cet exercice qui lui aussi va être basé comme exercice de topologie, mais qui va faire un petit peu appel un peu à de l'analyse fonctionnelle et deux, trois petites choses de ce genre-là. Je tiens également à souligner la grande participation qu'il y a eu pour ce sondage. On a établi un record de participation, quasiment 200 votes. C'est clairement pas rien. Donc un grand merci à vous pour avoir participé à ce sondage. Ça fait vraiment plaisir de voir autant d'investissements sur la chaîne et ça motive toujours plus. Donc bref, si vous avez raté ce sondage, ne vous en faites pas. Il y en aura d'autres sur la chaîne pour d'autres possibilités de choix, comme des choix de sujets pour l'école du soir, des choix d'exercices de colle ou de petits exercices de colle. C'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui s'en viennent d'ici peu. Bref, voilà, ne vous en faites pas. J'essaie de faire en sorte pour que ce soit assez régulier et vous aurez donc tout à fait l'occasion de participer à d'autres sondages dans le futur. Bref, venons-en donc à cet exercice et lisons l'énoncé. Soit x un compact non vide d'un espace vectoriel E, on va considérer la fonction f qui va de x vers x telle que pour n'importe quel x, y, la distance entre les images de x et de y par f est supérieure ou égale à la distance entre x et y. On aimerait alors démontrer que d'une part f est une isométrie, que d'autre part f est bijective. Bon, j'ai quelques petites choses à dire concernant cet exercice. Tout d'abord, le niveau de cet exercice. Et je pense que ça va de soi. On parle de compact, on parle de topologie. Et qui dit topologie dit deuxième année de classe préparatoire. Je pense que ça va assez bien de soi. Je conseillerais quand même d'avoir un peu de recul sur les notions. Donc, pas attaquer cet exercice-là directement après avoir vu le chapitre de topologie. Ça serait mieux d'avoir fait déjà un certain nombre d'exercices, d'avoir pratiqué un certain nombre d'exercices dans ce domaine avant de s'attaquer à cet exercice-là. Mais sinon, en effet, clairement, deuxième année de classe préparatoire. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est d'où est tiré cet exercice. Donc cet exercice est un exercice, encore une fois, qui vient d'un ensemble d'exercices que j'ai pu tirer grâce à des amis qui collaient au lycée Louis-le-Grand. Et d'abord, cet ensemble d'exercices, je n'avais pas prévu d'en parler et de les proposer sur la chaîne. Puis finalement, chemin faisant, et puis les années passant, et puis les exercices proposés passant également, eh bien, je me suis dit qu'ils avaient tout à fait leur place dans cet ensemble et cette banque d'exercices que je cherche à vous construire et qui va bientôt atteindre enfin son objectif. Bref, donc voilà, c'est en effet un exercice qui a été posé en colle en niveau MP au lycée Louis-le-Grand. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? À vrai dire, pas grand-chose d'autre. Donc, je pense que je vais vous inviter dès maintenant à faire une première pause sur la vidéo avant que je ne vous donne un plan d'attaque pour résoudre cet exercice. Et ensuite, je vous donnerai une deuxième pause afin de vous laisser un peu plus de temps et d'utiliser le plan que je vous donnerai pour essayer de résoudre l'exercice avant que je ne le fasse moi-même. Donc, allez-y, première pause. Essayez donc d'avancer dans cet exercice sans moi. Ok, j'espère que vous aurez essayé. Hop. Bon, c'est un exercice très classique de topologie, je trouve, en tout cas dans son approche. Alors, le plan que je vais vous proposer. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est le fait que f de x est dense. Donc, l'objectif du premier point, ça va être de montrer que f de x, donc f de grand x, est dense dans grand X. Et pour ce faire, il va falloir essayer de montrer que, donc pour ce faire, on va jouer de la manière suivante. Je vais quand même donner cette indication. Prenant U comme étant dans X, on peut considérer la suite UK d'éléments de X par conséquent, tel que U0 égale U et UK plus 1 est égal à F de UK. Donc il faudra considérer cette suite et essayer de montrer qu'il y a une infinité, donc montrer qu'il existe une infinité d'indices K telle que la distance entre U et UK
est plus petite que epsilon. Pour tout epsilon, j'ai oublié de préciser, pour tout epsilon positif. Voilà. Et une fois que vous aurez réussi à démontrer ça, eh bien vous aurez conclu que, en effet, f de grand X est dense dans grand X. Deuxième point, après avoir étudié la densité de f de grand X dans grand X, on va regarder un petit peu comment se comportent les distances et notamment montrer qu'on a une isométrie. Pour cela, eh bien, on va considérer A et B, deux éléments de X, et on va regarder cette fois-ci, au lieu de regarder qu'une seule suite, on va regarder deux suites. On va regarder la suite des AK, avec encore une fois AK plus 1 égale f de AK. Rien à voir avec la Nouvelle-Zélande. Et puis les BK, pour ceux qui auront la blague, BK plus 1 égale f de BK. Voilà. Puis bien sûr, A0 c'est A et B0 c'est B. Et on va regarder les distances, donc on va appeler delta n la distance entre AN et BN. L'objectif sera de démontrer que la suite des delta n est constante. Hop, donc cette suite-là est constante. Voilà, et pour montrer que cette suite-là est constante, bon, on pourrait s'amuser grâce à ces propriétés-là, juste pour vous donner un petit peu la clé, grâce à ces propriétés-là, de voir qu'en fait la suite, elle va être croissante et majorée déjà dans un premier temps. Puis une fois qu'on en est arrivé là, il va falloir amener 2-3 autres choses pour pouvoir conclure que la suite est bien constante. Et puis enfin, troisième point, conclure. J'affirme qu'avec les deux premiers points, on a tout ce qu'il nous faut pour pouvoir conclure que f est une isométrie et que f est bijective. Bon, le fait que ce soit une isométrie, ça va presque se déduire directement de la question 2. Et puis la question 3 va montrer que c'est bijectif. Là, il va falloir faire un petit peu plus attention. Bon voilà, vous avez maintenant le plan d'attaque pour résoudre cet exercice. Je pense donc que vous avez tous les outils pour pouvoir résoudre cet exercice. Je vous invite alors à faire à nouveau une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne dise quoi que ce soit d'autre. Ok, j'espère que vous aurez essayé. On est donc parti pour une résolution. Hop. Alors, donc premier temps, on va démontrer que f de grand X est dense dans grand X. Et on va suivre l'indication ici en considérant U un élément de X et considérons donc la suite telle qu'elle est donnée, telle que U0 égale 0, et que UK plus 1 est égal, je vais y arriver, UK plus 1 est égal à f de UK. Bon, vous avez une suite d'éléments qui est dans X, déjà. Donc, ça veut dire que vous pouvez utiliser la compacité de X. Donc, par le fait que X est compact, on peut utiliser les extractions de suite. Il existe alors une fonction extractrice que je vais appeler phi, qui va de n vers n, donc extractrice, telle que, eh bien, U phi n converge. Elle converge, et puis on va dire qu'elle converge vers une limite, on va l'appeler L. Très bien. Et donc là, le truc auquel il faut penser, qui n'est peut-être pas si évident à penser, c'est que ça, on a une suite convergente, et donc par conséquent, qui dit suite convergente dit suite de Cauchy. En effet, c'est une suite de Cauchy, donc je peux affirmer la chose suivante. Pour n'importe quel epsilon positif, il existe un grand N entier naturel, tel que pour n'importe quelle paire d'entiers naturels n et m supérieurs à, disons ça, à grand N, nous avons la distance entre U phi m et U phi n, qui est inférieure ou égale à epsilon. Et c'est là où il faut s'amuser à faire un petit jeu. Une fois que vous en êtes là, rien ne vous empêche d'utiliser ceci, puisque ce truc-là, ça c'est la même chose que f de phi m moins 1, et ça c'est f de phi n moins 1. Donc en fait, il se trouve que ce truc-là, il est supérieur ou égal à u de phi m moins 1 moins u de phi n moins 1. Tout simplement parce que vous avez le fait que u, je vais mettre peut-être le entre deux, tout simplement parce que ce truc-là, c'est la même chose que f de u phi m moins 1 moins f de u phi n moins 1.
Voilà, et vous utilisez les inégalités telles que c'est donné ici. Donc, par récurrence relativement évidente, vous allez vous retrouver avec la distance entre U phi m moins U phi n, si je ne fais pas de bêtises, moins U, tout simplement parce que ça va être U0, et bien ça va être inférieur ou égal à epsilon. Et maintenant, comment je conclus qu'il y a une infinité d'indices? Eh bien, tout simplement parce que ça donne une infinité d'indices. Donc, or, l'ensemble des phi m moins phi n avec m et n des entiers, tous deux plus grands que n quand même, que grand N, eh bien ça, c'est de cardinalité infinie. Et je pense que c'est assez clair parce que vous avez une fonction extractrice. C'est une fonction strictement croissante de n vers n. Donc, il vous suffit de fixer l'un des deux, hein, genre n, vous le fixez à grand N par exemple, et l'autre, vous vous amusez à avancer autant que vous voulez, et voilà, vous avez une infinité d'éléments. Donc, terminé, vous avez en effet montré qu'il y a une infinité d'indices qui se trouvent à une distance de epsilon de ce machin-là. Ok. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous regardez d'un petit peu plus près ce que vous avez démontré, ça veut dire alors que vous avez la densité. Exactement, puisque ces machins-là, pour m strictement plus grand que n, ce machin-là, c'est forcément un élément de l'image. Donc, or, pour m strictement plus grand que n, u phi m moins phi n, c'est dans grand f c'est dans f de grand x plutôt. Donc voilà, je viens de démontrer qu'en effet, il y a une infinité d'éléments dans f de grand x qui est proche de u. Donc, j'ai bien la densité, d'où la densité souhaitée. C'est assez rigolo qu'on arrive à obtenir cette densité-là juste en jouant avec la fonction f et en prenant un élément donné. Voilà. C'est quand même un truc hyper classique, n'empêche, je fais cette parenthèse, c'est hyper classique de considérer un élément de x et de regarder les itérer par l'application f. Ça, c'est un réflexe, mais hyper important à avoir. Si vous ne l'avez pas eu, je vous conseille vraiment de refaire pas mal d'exercices là-dessus, parce que ça, c'est un énorme classique face à des exercices de ce type-là. Ok, donc nous avons réussi à démontrer que f de x est dense dans grand X. Ça, c'est fait. Attaquons la deuxième partie avec les distances. Tac. Et tac. Voilà, super. Donc, 2. Ok, bon, je vais peut-être pas réécrire le setting. On a nos delta n. Très bien. Alors, je pense que c'est assez clair que delta n est croissante. Pourquoi? Parce que delta n plus 1, c'est donc la distance entre an plus 1 moins bn plus 1. J'y arrivais. Donc la distance entre an plus 1 et bn plus 1. Et ça, c'est la distance en fait entre f de an et f de bn. Et d'après les hypothèses, on sait que ça, c'est supérieur ou égal à la distance entre an et bn, qui est donc delta n. Voilà, donc on a démontré que delta n est bien une suite croissante. Elle est de plus majorée. Pourquoi? Parce qu'on est dans un compact. Donc les an et bn sont dans x, qui est borné. Donc étant donné que x est un compact, compact veut dire borné, hein, bien sûr, car compact. C'est pas veut dire, mais ça implique. D'accord? Et ça, c'est vrai même, peu importe la dimension de l'espace. Hein. Ce qui n'est pas vrai, c'est l'autre sens. Hein. Fermé borné n'implique pas forcément compact, là. Mais par contre, compact implique fermé borné. Et c'est ça que j'utilise ici. Donc très bien, nous avons ça, et donc on a la bornitude de notre ensemble X, et comme on a la bornitude de l'ensemble X, on a la bornitude quant à la distance de AN avec BN. On peut la borner par 2 fois éventuellement la norme qui pourrait majorer la norme des vecteurs qui se trouvent dans X. Donc conclusion, par, comment on appelle ça déjà, convergence monotone, ouais, donc par convergence monotone,
Bon, il n'y a pas forcément de nom, on n'est pas obligé de mettre ça, mais bon, bref, si on y pense, on peut l'écrire. Donc par convergence monotone, on a que delta n converge. Voilà, donc ça, c'est cool. Et on peut noter delta, sa limite. Maintenant, l'objectif, c'est de montrer que ce delta-là, en fait, ça va être égal à toutes les autres distances. Et pour le démontrer, eh bien, on va jouer exactement à ça. J'allais dire jouer à chat, ça aurait été une jolie blague, mais on va plutôt faire exactement la même chose que ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire que on sait, grâce à ce qu'on a fait dans cette petite partie-là, que à partir de notre suite AN ou de notre suite BN, on peut extraire une sous-suite de part et d'autre, de façon à ce qu'on ait une infinité d'indices qui soit inférieure ou égale à epsilon par rapport à chacun des éléments. Alors là, je ne vais pas prendre epsilon, je vais prendre epsilon sur 2. Mais c'est exactement la même idée. Et là, il faudrait faire peut-être une double extraction. Mais essentiellement, c'est la même idée. Donc en effet, de plus, par ce qui précède, appliqué à la suite AN, puis à une sous-suite, je mets ça entre parenthèses, une sous-suite de BN, on peut extraire une sous-suite. On peut extraire des sous-suites. Bon, on peut extraire via, je vais carrément donner la fonction psi, qui va de n vers n, toujours strictement croissante, deux sous-suites AN et BN, enfin qu'est-ce que je veux dire par deux sous-suites ouais, je vais dire ça. Deux ensembles d'indices en tout cas. Ouais, je peux mettre deux sous-suites, à vrai dire, c'est pas si gênant. Ouais, disons deux sous-suites. Je bug pour pas grand-chose. Deux sous-suites AN et BN. A psi n et A psi n et B psi n, tel que eh bien, la distance entre A et A psi n est O plus epsilon sur 2 et de même pour B avec B psi n. Et l'idée est vraiment la même que ce que nous avons fait ici. C'est vraiment la même chose. Okay, vous faites une première extraction ici, puis une fois que vous avez fait votre première extraction, vous faites la deuxième extraction. D'accord, c'est pour ça que je dis en prenant une sous-suite de Bn. C'est vraiment dans ce sens-là. Mais bref, voilà, en effet, on peut se retrouver donc avec deux suites qui vérifient, deux sous-suites qui vérifient cette propriété-là. Très bien. Et du coup, si vous regardez la différence entre delta psi n avec delta 0, le truc rigolo, c'est que cette distance-là, qui est donc clairement positive, puisque vous avez une suite croissante, vous êtes censé avoir une suite croissante, eh bien ça va être inférieur ou égal. Si vous utilisez les inégalités triangulaires, vous allez voir que c'est inférieur ou égal finalement à, donc A psi n moins A. Ensuite, il y a la distance entre A et B qui va se simplifier. Et ensuite, il y a la distance entre B et B psi n. Par inégalité triangulaire. Et ça, c'est inférieur ou égal à epsilon. Donc pour tout epsilon, c'est vrai que j'ai oublié de l'introduire, mais pour tout epsilon positif qui serait en jeu, on est capable d'avoir en fait des éléments qui se trouvent à une distance epsilon de delta. Mais ces éléments-là, comme vous pouvez le constater, ça va marcher à partir d'un... c'est une extraction de la sous-suite. Donc là, vous vous retrouvez finalement, comme la suite elle est croissante, vous vous retrouvez finalement avec, pour tout n, puisque ça c'est une suite strictement croissante, bien sûr, donc pi n est plus grand strict à n, et bien pour tout n, vous allez avoir delta n moins delta 0 qui est aussi petit qu'on veut.
Et donc, ça va vous permettre de conclure. Je vais même effacer ici. Maintenant, je n'ai plus besoin du plan. Hop. Puisqu'il me restera à conclure. Et la conclusion, elle peut aller vite. Hop. OK. Donc, ce que j'allais dire, c'est que maintenant qu'on a ça, eh bien, en effet, ça permet d'impliquer que d'une part, vous savez que psi n est supérieur ou égal à n par stricte croissance, pardon, et par le fait que delta n est une suite croissante. Eh bien, vous avez alors que pour n'importe quel n, donc pour n'importe quel epsilon positif, et pour n'importe quel n, eh bien, vous avez la distance entre delta n, enfin la différence entre delta n et delta 0 qui est aussi petite que vous voulez et qui est positive. Bon, bah, par passage à la limite, hein, je pense que c'est clair, vous avez alors que delta 0 est égal à delta 1. Voilà. Donc le passage à la limite vous dit que delta est à une distance epsilon de delta 0 pour tout epsilon. Bon, bah, epsilon vous faites tendre vers 0 et vous avez terminé. Donc conclusion, en effet, les delta n sont tous égaux et c'est une suite constante. Yes. Bon, bah, on peut attaquer maintenant la conclusion. Et on en aura donc fini pour cet exercice. Hop. Alors la première chose qu'on peut conclure, c'est qu'on a déjà une isométrie. Ça va tout de suite, grâce à ce qu'on vient de faire à l'instant. Donc 3F isométrie. Pourquoi? Bah parce que nous avons la distance de A avec B qui est égale à la distance de F de A avec F de B de ce qui précède, donc via 2. C'est assez direct. Alors ensuite, qu'en est-il de l'injectivité? Bah, l'injectivité, elle coule toute seule. Je pense que c'est clair. Si f de x est égal, enfin si f de a est égal à f de b, la distance entre les deux est nulle. Du coup, ça veut dire que la distance entre a et b est nulle. Donc on conclut que a égale b. Voilà. Donc, je vous l'ai fait à l'oral, je pense que c'est assez clair. Maintenant, la difficulté, c'est la surjectivité. Ah, la surjectivité, on va y arriver. Et là, c'est là où les choses rigolotes apparaissent. Tout d'abord, votre fonction f, c'est une fonction qui se trouve finalement être un Lipschitzienne. En particulier, bon certes, c'est même mieux, c'est une isométrie. Mais c'est un Lipschitzien. Comme c'est un Lipschitzien, c'est continu. Il faut bien écrire Lipschitz. Lipschitz. J'espère que je ne me suis pas planté. C'est possible que je me sois planté. Mais bon, bref. Donc un Lipschitzienne, et donc ça implique qu'elle est continue. Déjà, ça c'est pas mal. D'autre part, vous savez que X est fermé. Enfin, X est compact. Donc en particulier, X est fermé. Et le fait de savoir ça, ça vous permet d'affirmer que f de x est aussi fermé. En effet, l'image par une fonction continue d'un fermé, ça va être un fermé. Voilà. Alors attention, hein, l'image d'un compact n'est pas nécessairement un compact. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais par contre, la fermeture va être respectée par des passages à la limite. Voilà. Vous pouvez vous amuser à essayer de le faire, vous verrez, c'est pas super difficile à démontrer. Et puis, une fois que vous avez ça, vous avez que f de x est un fermé dans un compact. Donc, or, f de x est inclus dans x. Donc, ça veut dire que f de x est normalement un compact, soit dit en passant, puisque si on est enfermé dans un compact, on est compact. Mais de plus, vous savez que f de x, d'après la question 1, est dense dans x. Donc là, vous avez un ensemble dense qui est fermé. Vous n'avez pas trop le choix. Il faut que cet ensemble-là soit égal à son adhérence. D'une part, parce que ça veut dire que c'est fermé.
Mais d'autre part, bah, comme c'est dense, l'adhérence, ça doit être x. Et voilà, je viens de démontrer alors que f de x est égal à x. Donc ça veut dire que f est surjective. Et voilà, nous avons démontré que f est bien bijective et qui plus est une isométrie. Ceci conclut donc la résolution du jour. Bon, j'espère que ça vous aura bien plu cet exercice donc qui est entremêlé topologie, analyse fonctionnelle, un peu d'espace vectoriel certes, mais vraiment beaucoup plus de la topologie, d'espace métrique et de l'analyse fonctionnelle. Très joli exercice, pas super difficile en soi, juste la grosse difficulté, bon, si on doit trouver une difficulté, la grosse difficulté c'est vraiment de penser à cette idée, je veux montrer que ma fonction est bijective en utilisant le fait que grand X est égal à f de grand X. Et je pense que cette partie-là est la partie difficile à penser. Mais en fait, le tout début avec cette première question où je vous dis bah, prenez U et regardez une suite d'éléments à partir de U, ça c'est hyper classique. Et ça doit vraiment faire partie des réflexes que vous devriez avoir face à de tels exercices. Donc d'abord, oui, en effet, pensez aux itérés. Ensuite, pour les distances, bah, c'est pareil. Même si c'est un petit peu plus subtil, mais c'est tout à fait pareil. C'est un jeu d'itérés. Donc encore une fois, on va prendre deux éléments et on va regarder les images itérées et on va comparer les distances. En comparant les distances, on arrive à conclure. Certes, comparer les distances, ce n'est pas quelque chose de, comment dire, automatique, même si ici on cherche quand même à montrer que c'est une isométrie. Pardon. Donc pour montrer que c'est une isométrie, ça paraît assez logique d'essayer de jouer avec cette inégalité-là et donc d'essayer de faire intervenir une suite de distances. Mais c'est vrai que ce n'est pas un truc, on va dire, un réflexe important face à ce type d'exercice. Mais quand même, je trouve que voilà, la petite technicité à apporter avec justement cette suite delta n, puis ensuite ce jeu final pour montrer la surjectivité de f, je trouve ça super intéressant et ça fait vraiment appel à des réflexes qui, eux, sont vraiment importants, comme le fait de regarder des itérés par une certaine fonction d'un vecteur. Dans ce cadre-là. Bien, je pense que ça peut être le bon moment pour s'arrêter. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fera toujours plaisir de discuter maths avec vous. Un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt.